Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Bonjour à tous, bienvenue, 12h-13h, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité judiciaire. L'affaire dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue de Max Caille, Affaires criminelles. Ensemble, nous revisitons les affaires qui marquent l'actualité avec Jean-Marie Bordry. Toujours, bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie, ravi de vous accueillir. Merci. Également notre cher Victor Lefebvre, bonjour, rédacteur en chef de la revue Affaires criminelles. Alors cette revue d'ailleurs, où c'est en pour est-elle ? bientôt, ça imprime, ce sera pour le 19 décembre en kiosque. D'accord, vous nous en parlerez d'ici imminent. là, Et j'espère. on vous montrera quelques images. Ouais. Parfait. Adrien Pelletier, expert en communication. Vous avez également contribué à cette revue, Bonjour m'a-t-on dit. Stéphane, tout à fait. Un petit article sur le collège Sévenol. Oh, Une affaire qui a l'affaire. marqué la France. Absolument. Alors Continue aujourd'hui, de la marquer. rien de tout cela, nous allons vous parler de l'affaire Jean-Philippe Desbordes, du nom de ce journaliste et professeur d'aïkido. Le procès s'est ouvert le lundi 18 novembre dernier à Foix, devant la cour d'assises de l'Ariège. L'homme a été jugé pour viol et acte de torture, ainsi que pour barbarie. Également sur le banc des accusés, son ancienne compagne, jugée pour complicité. Et le récit des crimes reprochés a été très éprouvant. Près de 700 viols ont ainsi été recensés. C'est l'une de ses filles, des filles de sa compagne, qui porte le prénom de Neguineva, qui a tout révélé en portant plainte en 2020. Et à la barre, elle a raconté comment elle a vécu dans la maison de l'horreur pendant de longues années, très longues années. Mais si vous le voulez bien, commençons par rappeler les faits. C'est à vous, Victor Lefebvre. Jean-Philippe Desbordes n'est pas n'importe qui. À vrai dire, l'homme est bien connu dans le monde des médias. En tant que journaliste d'investigation, il s'intéresse à des domaines aussi variés que le nucléaire, le pétrole, l'alimentation, la santé, l'environnement. Il passe une partie de sa carrière dans le service public audiovisuel, à Radio France et France Info, au début des années 90 notamment. Puis vient le temps de la presse écrite. Il pige pour Charlie Hebdo, Le Canard enchaîné, L'Événement du jeudi, le magazine hebdomadaire du journal Libération. Il est aussi chroniqueur et reporter dans des émissions bien connues du service public. La Marche du siècle, Envoyé spécial, Pièce à conviction, Arte Info, Arte Reportage. Enfin, il réalise des reportages et des documentaires jusqu'au milieu des années 2000 pour les chaînes du groupe France Télévisions, France 2, France 3 et France 5. Dans l'édition, ses essais consacrés à la filière nucléaire et le management, publiés chez Actes Sud, connaissent un petit succès. Il est même primé pour un documentaire consacré au nucléaire. En 2011, Jean-Philippe Desbordes, alors âgé de 42 ans, décide de tout plaquer. Il arrête le journalisme pour fonder l'agence One Shot. Il propose des ateliers de maîtrise de soi, de renoncement à la violence et d'acceptation de l'autorité. Desbordes s'improvise formateur en aïkido, via ce qu'il appelle des protocoles d'aïki-thérapie. Une pratique respiratoire de son invention censée permettre de se libérer et de devenir pleinement soi-même. Les médias l'invitent régulièrement pour évoquer cette pratique sportive qui tient davantage de la pseudo-science. Il est notamment aperçu sur les plateaux de CNews, d'Europe 1 ou encore de France Culture pour en détailler les supposés bienfaits. En 2016, afin de se consacrer pleinement à son activité de professeur d'aïki-thérapie, comme il dit, Desbordes décide de s'installer à Mirepoix, une petite commune de l'Ariège, située en plein cœur des Pyrénées, à 800 km de Paris. Rien de répréhensible jusqu'alors. Jusqu'ici, effectivement, rien de répréhensible. Sauf que Jean-Philippe Desbordes, unanimement décrit par ceux qui l'ont côtoyé comme un homme très intelligent, séducteur, cultivé, ça c'est pour la partie positive, mais aussi particulièrement retors et manipulateur, est en réalité un véritable pervers narcissique, ainsi que le diagnostiqueront plus tard les experts psychiatres chargés de l'examiner. L'ex-journaliste est aussi passablement mythomane. Il prétend être anthropologue et psychiatre diplômé d'un doctorat d'anthropologie sociale au Collège de France, d'un DEA d'anthropologie sociale à l'EHESS et d'une licence d'histoire. Rien que ça. En réalité, il n'en est rien. Il n'a même pas le niveau requis pour enseigner l'aïkido. Sa vie repose sur une succession de mensonges. À Paris, ses collègues de France 3 ont fini par découvrir qu'il n'était pas le directeur des programmes qu'il affirmait être. Dans la Drôme, la fédération d'aïkido réalise qu'il n'a même jamais été licencié. Car sous couvert de pratiques sportives et respiratoires, Desbordes exerce une véritable emprise sur certains de ses élèves. Il est soupçonné de violence sur au moins 3 d'entre eux. Une autre, âgée aujourd'hui d'une trentaine d'années, l'accuse de viol. Mais ce n'est pas tout. En 2017, Jean-Philippe Desbordes fait la rencontre de Sylvie, 49 ans, mère de famille divorcée, de 3 enfants et aide-soignante dans un EHPAD.
Au moment de leur rencontre, ces 3 filles sont âgées de 16, 14 et 9 ans. Très vite, Jean-Philippe Desbordes et Sylvie emménagent ensemble. Jean-Philippe exerce une véritable fascination sur cette dernière qui se met à lui vouer un véritable culte et une admiration sans borne. Elle lui verse de l'argent, accepte de se plier à l'emploi du temps millimétré imposé par son nouveau compagnon. 1 an après, en 2018, Jean-Philippe parvient à convaincre Sylvie de rapatrier ses 3 enfants au domicile familial. C'est le début d'un enfer qui va durer plus de 2 ans. Les 3 jeunes filles de Sylvie sont contraintes de couper toute relation extérieure et de tirer un trait sur leurs amis et sur leurs proches. Jean-Philippe Desbordes fait vivre un véritable calvaire aux 3 sœurs. Privation de repas, marche de plusieurs kilomètres dans le froid ou en plein cagnard, seul et sans eau, obligation de rester des heures sur les genoux. Il arrive que les coups pleuvent lorsque l'une des adolescentes a le malheur d'exprimer un désaccord. Parfois, c'est même Sylvie elle-même qui se dira plus tard, sous l'emprise de Desbordes, qui s'en prend physiquement à ses propres enfants. Vous parlez de violence physique, mais cela va aussi beaucoup plus loin. Cela va beaucoup plus loin, puisque Jean-Philippe Desbordes fait de Neguineva, l'aîné de la fratrie, à l'époque âgée de 16 ans, sa cible de prédilection. La jeune femme, aujourd'hui âgée de 23 ans, raconte avoir été contrainte plusieurs fois par jour, entre août 2018 et novembre 2019, à des relations sexuelles particulièrement violentes avec son beau-père. Et ceci avec l'assentiment de sa propre mère. Ce qui commence par des attouchements à travers les vêtements devient très vite des actes de viol purs et simples. Le témoignage de Neguineva, devenu au fil du temps l'esclave sexuel de Jean-Philippe Desbordes, fait froid dans le dos. Je cite : « Mon beau-père pouvait me consommer comme il en avait envie. Il avait décidé que je devais lui faire une fellation matin et soir, tous les jours, le midi aussi quand je n'avais pas école. Il aimait quand c'était douloureux pour moi, je vomissais. » L'aînée de la fratrie est convaincue que ses 2 jeunes sœurs pourraient subir les mêmes sévices si elles se refusaient à son beau-père. « J'étais une esclave, dit-elle. Il me tenait en laisse. Il a commencé à me sodomiser. Je n'avais pas le droit de me doucher. Il voulait que je tombe enceinte, détaille Neguineva. » La jeune femme estime avoir subi des centaines de viols de la part de Jean-Philippe Desbordes. Sylvie, elle, sa propre mère, reste muette. Encore une fois, Neguineva dit : « Notre mère avait parfaitement connaissance des faits. Elle nous disait de nous détendre car la sexualité, c'est normal à cet âge. Elle nous encourageait au silence pour protéger son compagnon. » Comment Neguineva et ses sœurs sont-elles parvenues à se tirer des griffes de Jean-Philippe Desbordes ? Eh bien, en novembre 2019, Neguineva décide de quitter le domicile familial de l'Ariège. Elle prend conscience d'avoir été manipulée et lobotomisée par son beau-père. 3 mois plus tard, fin janvier 2020, elle donne l'alerte et dépose plainte au commissariat de Toulouse. Elle porte d'abord plainte pour acte de barbarie commis par Jean-Philippe Desbordes à son encontre. En septembre 2020, l'ancien journaliste est interpellé par la BRI à son domicile de l'Orne après un énième changement de vie. Après 2 jours de garde à vue, il est mis en examen pour des viols avec torture ou acte de barbarie, torture ou acte de barbarie et privation de soins répétés sur les 3 filles de son ex-compagne. Il est aussi soupçonné de violence sur au moins 3 autres élèves de son association implantée dans l'Ariège, ainsi que pour le viol de l'une de ses élèves d'aïkido. Sylvie est quant à elle accusée de complicité de viol. Elle est rapidement mise en examen. Jean-Philippe Desbordes et son ex-compagne sont tous 2 placés en détention provisoire. Mais depuis le début de cette affaire, Jean-Philippe Desbordes ne cesse de clamer son innocence, assurant dans un premier temps que les relations sexuelles avec sa belle-fille étaient pleinement consenties. Par la suite, il est revenu sur cette version, affirmant n'avoir jamais eu de relation intime avec Neguineva, qu'il accuse par ailleurs de s'être prostituée pour payer ses consommations de drogue. Il affirme désormais être victime d'un acharnement, se dit le bouc émissaire d'un complot orchestré par des féminazis. Et le 22 novembre dernier, Jean-Philippe Desbordes a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Ariège, la peine requise par le parquet. En plus de sa condamnation, l'ancien journaliste est sujet à une mesure de suivi socio-judiciaire de 7 ans avec injonction de soins. Il a aussi interdiction d'entrer en contact avec les 3 victimes de son ex-compagne. S'il ne respecte pas ces règles, il pourrait purger 5 ans de prison supplémentaire. Jean-Philippe Desbordes a interjeté appel de cette décision et Sylvie, aujourd'hui âgée de 55 ans, présentée à la barre comme dépressive et sous l'emprise de son ex-compagnon, a quant à elle écopé de 5 ans d'emprisonnement pour complicité. Quelle affaire!
Dans un instant, nous allons ouvrir nos micros aux 3 avocats du dossier. C'est une première. Et nous allons essayer ensemble de cerner la personnalité manipulatrice, perverse de Jean-Philippe Desbordes. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, votre rendez-vous avec l'actualité judiciaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Borderie. Toujours Stéphane. De Victor Lefebvre. Bonjour Stéphane. Et d'Adrien Pelletier. Bonjour Stéphane. Nous parlons aujourd'hui de l'affaire Jean-Philippe Desbordes, du nom de ce journaliste et professeur d'aïkido qui a été condamné à 20 ans de prison pour viol et actes de torture et barbarie, ainsi que son ancienne compagne jugée pour complicité. Les crimes reprochés sont épouvantables. On l'a vu, près de 700 viols. Les médias restent malgré tout assez discrets sur cette affaire. Alors on va être dans un instant avec les avocates de la partie civile et de la compagne de Jean-Philippe Desbordes. Mais je voudrais auparavant que l'on donne la parole à la défense, que l'on écoute l'avocat de Jean-Philippe Desbordes. Nous avons pu lui poser quelques questions. Maître Nicolas Renaud de Lage, la personnalité de Jean-Philippe Desbordes est très intrigante et a occupé une place centrale dans ce procès. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, la personnalité de Jean-Philippe Desbordes, elle est très riche, très complexe. Elle est même luxuriante. C'est un homme très cultivé, intelligent, qui a eu, comme j'ai pu l'expliquer, 1000 vies. Et qui a parcouru la planète dans le cadre de son activité professionnelle de journaliste d'investigation, et pas que. Il a été écrivain, il a été reporter, et grand reporter. Il a été également journaliste sur des émissions télévisuelles. C'est un homme qui effectivement a de multiples facettes. Et à l'audience pénale, on retient ou on met en exergue une facette qui est la facette peut-être la moins qualitative. Mais je pense qu'on ne peut pas résumer ce que j'expliquais antérieurement. Jean-Philippe Desbordes a cette seule facette-là. Ce qui est assez incroyable, maître, pardonnez-moi, c'est que votre client nie être coupable. Il a décidé évidemment d'interjeter appel de la décision de la cour d'assises de l'Ariège. Dites-nous-en un peu plus. Alors, Jean-Philippe Desbordes a décidé de relever appel de la décision de condamnation de la cour d'assises de l'Ariège parce que la semaine d'audience qui s'est déroulée a retranscrit le tragédie de cet homme et avec un prisme un petit peu déformé ou déformant. Sont venus se succéder beaucoup ce que j'appelle le bal des ex, les ex-compagnes, les ex-petites amies, les ex-collègues, les ex-amis, qui sont venus retranscrire une personnalité sur 50 ans de vie, alors que l'on parle de 18 mois de son existence avec des personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc il a eu le sentiment qu'on lui faisait le procès de toute sa vie, alors qu'en fait on est là pour parler que de 18 mois d'une relation avec sa dernière compagne et les enfants de cette dernière. Alors, vous avez estimé lors du procès, pardonnez-moi, que votre client n'était pas le seul responsable dans cette affaire. Selon vous, Sylvie, son ex-compagne, est complice des crimes commis par Jean-Philippe Desbordes. Alors, c'est tout à fait bien résumé ainsi, parce que, d'abord, la décision de première instance qui a été rendue a validé la culpabilité de sa compagne. Ensuite, il est indéniable. Il y a eu dans ce dossier, dans cette histoire, un effet d'entraînement, ou du moins le fait que le regard de sa compagne ne vienne pas interdire, censurer, stopper, ralentir, ou du moins empêcher quoi que ce soit, mais au contraire, les favoriser et encourager ce qui a pu se passer entre Jean-Philippe Desbordes et la principale plaignante, c'est quelque chose qui a concouru pour grande partie à ce qui s'est déroulé. On est sur cette relation qui n'est pas une relation bilatérale mais triangulaire. Et je crois que si on ne comprend pas ça, on n'a pas saisi la particularité de ce dossier.
Alors, sa compagne, Sylvie, a estimé qu'elle était sous emprise. On va y revenir avec son conseil qui est avec nous, maître Julie Racoupeau. Mais maître, il y a quelque chose d'assez frappant dans ce dossier, c'est que les versions données par votre client n'ont pas cessé de changer au long de l'instruction et du procès. Votre client, par exemple, a affirmé dans un premier temps que les relations avec Negui Neva, la fille aînée de Sylvie, étaient pleinement consenties. Puis au procès, il a juré ne jamais avoir eu de relation intime avec elle. C'est quand même assez troublant. Comment expliquer ce changement de version? Alors, les explications qu'il a pu fournir ont été effectivement changeantes, évolutives. C'est compliqué de peut-être sonder les âmes et de voir tous les ressorts psychologiques qui peuvent s'additionner et provoquer des modifications ou du moins des versions différentes. C'est compliqué, j'ai pas forcément la clé de ce qui a pu susciter ces évolutions. Voilà, je crois que la seule chose que l'on puisse retenir, c'est qu'ils contestent être coupables des infractions qui lui sont reprochées et d'avoir été dans la commission, une succession de commissions d'infraction qui aurait été au-delà de ce qui aurait été souhaité, voulu par l'ensemble des parties, que ce soit son ex-compagne ou la fille aînée. Après, les explications qu'il peut donner, c'est à la lumière peut-être de ce qui sont les ressorts psychologiques, les cadenas de l'inconscient ou les difficultés parfois ou la fatigue de l'audience qui peuvent générer effectivement des réponses qui sont peut-être pas identiques à ce qui a pu être exprimé antérieurement. Bon, merci maître Nicolas Reynaud-Delage d'avoir répondu à nos questions. Nous a rejoint justement maître Julie Racoupeau, que je salue ici, l'avocate de Sylvie. L'ex-compagne donc de Jean-Philippe Desbordes. Maître, votre cliente a été condamnée également. Elle a regretté à la barre d'avoir fermé les yeux sur les relations de son mari avec sa fille. Elle s'est dit sous emprise. J'aimerais que vous nous expliquiez cela. Oui, effectivement, Sylvie Bord, la difficulté de ce dossier, vous l'avez compris, je pense que c'est effectivement la notion d'emprise. Alors, la cour d'assises, je suis d'accord, elle est là pour se décider sur 18 mois de vie de Jean-Philippe Desbordes. Toutefois, les témoins que l'on a pu entendre apportent et éclairent la juridiction sur le mode de fonctionnement mis en place par Jean-Philippe Desbordes et mis en place depuis très longtemps. C'est pour ça que ses anciennes compagnes avaient été entendues. Donc, la prise, elle est compliquée à comprendre. En fait, Madame Bord, à l'audience, vous le dites, elle a été condamnée, elle est acquittée pour les actes les plus graves, c'est-à-dire la complicité d'actes de torture et de barbarie. Elle est condamnée pour le reste. Est-ce qu'elle se sent coupable de ce qui s'est passé? Oui, moralement, intellectuellement, dans sa responsabilité parentale, elle se sent coupable. Après, est-ce que aux yeux de ce que moi j'ai souhaité démontrer, c'est-à-dire l'emprise, tenir vraiment une notion de culpabilité, je suis pas certaine. Le mécanisme que met en place Jean-Philippe Desbordes, il est le même pour toutes les personnes qui sont entendues. Il est très bien ficelé, pour reprendre les déclarations de certaines de ces femmes, et il va emmener ce mécanisme des choses absolument terribles pour ces femmes-là, pas que des femmes d'ailleurs, pour ces personnes-là. D'accord. On va se retrouver avec vous dans un instant, Madame Maître Racoupeau. Mais je voudrais également tout de suite donner la parole à Maître Élodie Bayer, l'avocate des 3 filles parties civiles. Maître, comment vont vos clientes? Dans quel état psychologique sortent-elles du procès et de cette terrible période de souffrance? Écoutez, un procès sur une semaine, ça a été une épreuve particulièrement difficile parce qu'il a fallu se replonger alors que chacune avait jusque-là, ce que je qualifierais de mécanisme un peu d'évitement, soit qu'elles se replongent dans leur travail, soit qu'elles évitent d'y penser. C'était également la première confrontation avec leur mère et c'était, je crois, l'enjeu principal pour ces jeunes femmes de voir comment allait se projeter leur maman, quelle allait être leur attitude, est-ce qu'elle allait s'excuser, demander pardon, prendre ses responsabilités. En ça a été difficile. Après une semaine d'assises, c'est également extrêmement riche, en ce sens qu'elles ont pu justement entendre la parole de toutes ces anciennes compagnes et voir à quel point ce Jean-Philippe Desbordes, qui était vénéré, qui était très impressionnant à l'époque, pour les petites jeunes filles qu'elles étaient, avait pu tout aussi bien
avoir un charisme et une emprise très forte sur d'autres personnes qui étaient à des moments beaucoup plus avancés de leur vie, dans une vie sexuelle établie, dans une vie professionnelle établie. Il s'est établi dans cette salle d'audience et c'est assez intéressant et très émouvant aussi, une forme de solidarité, d'entraide et de compréhension mutuelle de toutes ces femmes de tous les âges, mes clientes comprises, pour comprendre que cet homme était vraiment nocif, toxique. Alors, la seconde étape, c'est je les ai informées effectivement de cet appel. Elles appréhendent beaucoup ce second procès, même si sa structure sera différente, puisqu'il semblerait que Mme Bord, elle, ne sera pas présente à ce procès. Nous attendons l'arrêt pour avoir confirmation. D'accord. Alors, je vous propose que l'on se retrouve dans un instant pour revenir donc sur l'ensemble de cette affaire. Ce journaliste violeur à la personnalité très glaçante. On parlera aussi de Negui Neva, évidemment, puisque elle est sortie absolument brisée de ce procès. Je vous propose de continuer d'en parler sur Sud Radio dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, une émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles qui sortira mi-décembre, nous a rappelé... le 19 exactement. Voilà, Victor Lefebvre, rebonjour. Jean-Marie Bordry, toujours présent. Voilà, toujours présent. Adrien Pelletier également. Nous parlons de l'affaire Jean-Philippe Desbordes, du nom de ce journaliste et professeur d'aïkido qui a été condamné à 20 ans de prison pour viol, acte de torture et de barbarie, une affaire absolument terrible. Et nous sommes en compagnie, et je les salue, de maître Julie Racoupeau, l'avocate de Sylvie, la compagne de Jean-Philippe Desbordes, et maître Élodie Bayer, l'avocate des 3 filles parties civiles. Eh bien, maître Racoupeau, je voudrais qu'on essaye de cerner la personnalité de Jean-Philippe Desbordes. Quel genre d'homme est-ce vu de votre prisme, hein, c'est-à-dire, je le rappelle, la défense de sa compagne. Comment vous a-t-elle parlé de lui ? Alors, c'est difficile pour moi de m'aventurer sur le sujet. Jean-Philippe Desbordes, il a une personnalité, à mon avis, qui est quand même très particulière, qui mériterait de demander en fait des éclaircissements plutôt à un expert psychiatre qu'à moi. Alors, mon prisme de ce que j'en sais, de ce qu'a pu dire Sylvie Bord, et également de ce que j'ai entendu lors de cette semaine d'assises qui a réuni de nombreuses anciennes compagnes et de fréquentation de Jean-Philippe Desbordes, c'est que c'est un homme qui va être très doué dans tout ce qu'il fait. Donc une ascension fulgurante, qui va ensuite être très reconnu pour ce qu'il fait dans tous les domaines dans lesquels il a pu exercer, que ce soit le journalisme, que ce soit l'aïkido, etc. Et puis une phase où en fait il va être sans doute un peu découvert, mis à mal, parce qu'il se prévaut de diplômes qu'il n'a pas, parce que, pour reprendre aussi l'expression de certains des témoins qui sont venus à la barre devant la cour d'assises de l'Ariège il y a quelques jours, il va se prendre un peu pour le calife à la place du calife. Et puis quand il est découvert comme ça, on passe à une phase un peu de déconstruction, d'auto-sabotage sans doute, dans laquelle il emporte un peu les gens qui sont autour de lui. Après, sur la personnalité de ce qu'en dit Madame Bord, c'est que c'est quelqu'un qui est toujours vénéré, qui a un grand charisme sans doute, qui est brillant. Ça, c'est un mot qui revient constamment dans la bouche de tous les témoins. Il est brillant, il réussit tout ce qu'il fait, et puis il va s'employer ensuite à devenir un peu l'unique voix, l'unique boussole et l'unique guide des personnes qu'il fréquente. Alors ça c'est une chose, mais comment on peut en arriver à une telle cruauté présumée? Parce que c'est surtout ça qui frappe dans la description des faits, c'est la cruauté des actes présumés. Oui, ça, je pense qu'il faudrait poser la question plutôt à un expert psychiatre. La cruauté, vous savez, je crois qu'elle fait partie de la nature humaine. Je sais pas ce qui fait que pour Jean-Philippe Desbordes, c'est plus exacerbé que pour d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va, parce que sans doute il est brillant, arriver à se positionner très rapidement face à ses interlocuteurs comme quelqu'un d'indispensable, comme quelqu'un qu'on va écouter, comme quelqu'un que l'on va suivre, comme quelqu'un que l'on va croire également. D'accord. Beaucoup. Entendu. Alors, je voudrais demander à Maître Bayer, d'ailleurs, elle pourra ajouter un complément à ce que vous venez de dire, Maître Racoupeau, mais je voudrais demander à Maître Bayer aussi de nous expliquer comment Jean-Philippe Desbordes a réussi à totalement couper du monde les 3 filles de Sylvie, parce que on voit que c'est une personnalité qui a un certain charisme, vous le rappeliez, mais c'est aussi une personnalité qui va totalement couper du monde sa belle famille, entre guillemets.
Alors d'abord, il faut savoir que Jean-Philippe Desbordes, il avait justement un vécu, et si on a vu à l'audience toutes ses compagnes qui se sont succédées, d'âges différents, qui étaient nombreuses et qui ne se connaissaient pas, c'était intéressant de voir dans leur discours à quel point il avait eu déjà des tentatives de faire les mêmes choses avec ces femmes. Pour ce qui concerne mes 3 clientes, il faut rappeler qu'elles sont mineures, donc après 1 année de césure sans voir leur maman, elles arrivent assez en détresse. Dans un petit hameau en Ariège qui s'appelle Serre-Longue. Et là, Jean-Philippe Desbordes va les enfermer et les couper du monde à différents niveaux. D'abord, il y a un isolement géographique qui fait que dans ce hameau, il n'y a pas de transport et qu'on dépend des adultes pour aller au collège, pour aller au lycée, pour être scolarisé. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas de camarades, il n'y a absolument aucune vie sociale. Et puis très rapidement, il faut se mettre en place des mécanismes. Alors à commencer par une pratique qu'il aura aussi avec Madame Bord, qui est celle de la pratique de l'aïkido à outrance et de façon détournée, c'est-à-dire de façon violente et en sortant totalement de l'esprit de ce sport, de cet art martial. C'est aussi une privation de sommeil. Toutes les filles et toutes les personnes qui ont rencontré Monsieur Desbordes vont parler de monologues sans queue ni tête. Et ça se voit à l'audience parce que lorsque vous lui posez une question, en réalité, il répond avec tellement de digression qu'au final, on perd le sens de ce que l'on souhaitait lui dire ou lui questionner. C'est quelqu'un qui va priver également de nourriture, qui va imposer des punitions qui sont de l'ordre du châtiment corporel fort, comme dormir dehors, obligé à faire des randonnées très longues en plein soleil. Et si vous voulez, des enchaînements à la fois de choses psychologiques, de brimades, de reproches qui sont absolument constants dans son discours, parce que si cet homme fait cela pour cette famille, pour cette mère et pour ses filles, c'est parce que, dit-il, elles sont mauvaises, elles veulent tuer leur maman, il y a des cancers dans cette famille, il faut les soigner, les prendre en charge, et tout cet enchevêtrement fait que rapidement, vous ne pouvez plus penser. Et en tout cas, quand vous avez 10 ans, 13 ans, vous n'êtes pas en capacité de vous sortir des griffes de ce beau-père qui est absolument omnipotent partout et voilà, qui fait en sorte qu'on ne puisse pas se parler les uns les autres pour essayer de réfléchir. Oui, alors on a l'impression en plus que Jean-Philippe Desbordes utilise parfois des stratagèmes pour culpabiliser ses victimes. C'est ainsi qu'il a traité durant l'enquête Neguineva, l'aîné de la famille, de toxicomane, qui se prostitue pour se payer de la drogue. Donc il ajoute de l'humiliation et de la culpabilisation assez, j'allais dire, assez abjecte quand même pour une femme dont il abuse par ailleurs, maître. Ah, complètement. Et il fait ça à chaque niveau avec chaque personne, c'est-à-dire que Neguineva, qui est une victime absolue, parce qu'il va lui prendre sa virginité, lui prendre sa vie sexuelle, sa vie de jeune femme, son cerveau. Il va avoir des mots très forts à son encontre pour la dégrader et pour que sa parole, finalement, si un jour elle sort, soit totalement décrédibilisée de façon amorcée. Mais de la même façon, la petite Zarinjad, qui pendant les faits a entre 8 et 10 ans, il va lui faire écrire des lettres d'excuses, comme il en fera faire à d'autres femmes, d'autres compagnes, bien Madame Bord, pendant le temps de la vie commune. Et la petite Zarinjad, on a en procédure des lettres avec sa toute petite écriture d'enfant disant qu'elle s'excuse. Et ça va lui servir notamment pour arriver à désamorcer des difficultés à une procédure lorsque l'enfant parlera spontanément à son ATSEM à l'école de violences qu'elle a pu subir sur le tatami. Donc oui, c'est vrai que c'est un homme qui est à la fois intelligent dans les violences qu'il inflige, mais qui aussi, de façon constante, a conscience de la notion du bien et du mal, des limites qu'il dépasse de façon criminelle, outrageuse, et qui donc va chercher à mettre en place des mécanismes de défense pour décrédibiliser les personnes qui pourraient venir se dire victimes de lui. Et d'ailleurs, au moment où elle quitte, donc elle prend la décision de quitter le domicile familial de l'Ariège, donc Neguineva, on est en novembre 2019. Est-ce que c'est une décision qu'elle prend seule ou est-ce qu'elle est à ce moment-là encouragée par certains de ses amis ou peut-être des proches avec lesquels elle serait parvenue à renouer le contact ? Non, il est évident qu'il est très difficile de s'extraire d'une telle situation seul. Ce sont des amis qui la prennent en charge, qui vont l'extraire, l'amener à Toulouse, lui trouver un logement en colocation avec une amie et qui vont ensuite l'amener à déposer cette plainte qui va être à la fois très compliquée mais aussi totalement salvatrice, à peu près 1 mois et demi après. Donc c'est à la fois
un petit peu long et aussi extrêmement rapide à l'aune de ce qu'on connaît des traumatismes de ces femmes qui ont du mal à se reconnaître comme victimes de viol au pluriel, d'une personne qui avait autorité, qui faisait vraiment figure de père, figure de sachant absolu. Il faut quand même rappeler que dans ce dossier, cet homme a également été condamné pour un délit qui est annexe, mais qui est une clé de compréhension majeure, qui est ce délit de prise de qualité de façon illégale, c'est-à-dire qu'il se présentait comme un sachant médical, il se présentait comme un psychiatre, il se présentait comme un thérapeute, il savait absolument tout, cet homme. C'est pas uniquement des affirmations, mais il y avait cette prime de diplôme qui venait ancrer sa parole. Donc effectivement, pour s'en sortir, Mehdi Neval a eu besoin de l'aide de camarades qui ont compris que c'était anormal, qu'elle était en grande souffrance à tous égards, corporels et psychiques. Est-ce que la mère des victimes aujourd'hui a pris la mesure de l'ampleur des faits qu'ont subis ces filles? Eh ben, on va demander à maître Julie Racoupeau justement, et je compte aussi sur elle pour nous expliquer comment Jean-Philippe Desbordes a réussi à fasciner autant sa compagne. Oui, alors comment il a réussi à la fasciner? Je pense que c'est le processus qui a été décrit lors de l'audience par le professeur Parquet qui a été mis en place, c'est-à-dire le processus de l'emprise, donc qui a été rappelé brièvement par maître Bayer, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans ce dossier toutes les étapes qui permettent de mettre en place une emprise sectaire, que ce soit l'isolement, la privation de sommeil, la privation d'alimentation, donc par là l'épuisement physique et psychique. Et puis ces étapes-là, elles vont amener à croire tout ce que dit la personne qui met en place l'emprise. Donc l'isolement, vous en avez parlé tout à l'heure, vous rebondissez dessus, c'est quelque chose qui se met en place et c'est une des étapes qui permet de mettre en place l'emprise sectaire. L'isolement, pour Jean-Philippe Desbordes, il va se mettre en place, et j'imagine que c'est souvent comme ça dans l'emprise, on va désigner tous les autres, tous les tiers comme un mauvais objet. Le mauvais objet, il est toxique à la fois pour la personne à qui il s'adresse, en l'occurrence Madame Bord, mais également pour lui-même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va lui faire croire que toutes les personnes auxquelles elle a accès, avec lesquelles elle a des contacts en dehors de lui, eh bien lui, ça lui fait du mal. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, il l'écarte parce que ça lui fait trop de mal. Et donc, ces notions de pureté, de toxicité qu'on retrouve clairement dans l'emprise sectaire la plupart du temps. Et elle va donc être complètement isolée, elle se retrouve seule dans un département qu'elle ne connaît pas, en Ariège, elle ne connaît personne. De la même manière, vous avez parlé de déresponsabilisation. Alors, il se déresponsabilise tout le temps, hein, Jean-Philippe Desbordes, que ce soit en reportant la faute sur les enfants mineurs dont on vient de parler, notamment les Guinévins, mais en fait, c'est son schéma habituel, il se déresponsabilise constamment. Alors, comment il crée la fascination? Il la crée parce qu'il est extrêmement brillant, que quand il se prévaut de titres qu'il n'a pas, mais en fait, ce qui est très difficile avec Jean-Philippe Desbordes, c'est que dans son récit, il y a des choses qui sont vraies, qui sont vérifiables, et d'autres qui sont complètement fausses, comme certains de ses titres. Ouais. Et donc, ça va être très difficile pour tout un chacun de faire le tri dans son récit. Bien sûr, surtout de jeunes enfants, ouais. De jeunes enfants, mais en réalité, toutes les personnes avec qui il a été en contact, parce que bon, on a beaucoup parlé de ses ex-compagnes, mais il n'y a pas que ces personnes-là. Dans le cadre du dojo qu'il a créé dans l'Ariège, Thérapie, il y a aussi beaucoup de gens, et c'est pour ça que je disais pas que des femmes, il y a aussi beaucoup d'hommes qui ont fréquenté le dojo et qui ont été, je pense, sous emprise de Jean-Philippe Desbordes. Mais au-delà de cette emprise, maître, est-ce que la mère a pris la mesure de ce qu'on subit ou ce qu'elle a laissé subir à ses enfants? Parce que c'est quand même ça qui s'est passé. Et ce sont ses enfants, quel que soit le magnétisme toxique et redoutable de Jean-Philippe Desbordes, ce sont ses filles. Oui, ça complètement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'elle se sent coupable? Bien sûr qu'elle se sent coupable de ça parce qu'elle réalise ce que ses filles ont vécu. Alors, vous savez, l'emprise, ça met du temps à se détricoter, qui fait que moi, quand je la rencontre en septembre 2021 ou 2020, elle me parle de Jean-Philippe Desbordes, c'est un dieu, elle lui doit la vie, ses enfants aussi. Voilà. Donc, au départ, son discours, il est là-dedans. Et là, à ce moment-là, je suis pas certaine qu'elle se rende compte de ce que ses enfants ont vécu, pour répondre à votre question, parce qu'elle est dans le délire, si vous voulez. D'accord. Elle est dans le délire de tout ce petit monde, doit la vie à Jean-Philippe Desbordes, et bien heureusement, il est là, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? C'est stupéfiant. Merci beaucoup, maître Julie Racoupeau. Merci également à maître Élodie Bayer. Dans un instant, on va se demander avec Adrien Pelletier pourquoi la presse, les médias ont si peu rendu compte de cette affaire extrêmement grave. On en parle tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, l'affaire dans l'affaire, Stéphane Simon. Retour dans l'affaire, votre émission en partenariat avec la revue Affaires criminelles qui rend compte de l'actualité judiciaire. Nous parlons aujourd'hui de l'affaire Jean-Philippe Desbordes, du nom de ce journaliste et professeur d'aïkido qui a été condamné à 20 ans de prison pour viol, acte de torture, barbarie, ainsi que son ancienne compagne jugée pour complicité. Une affaire dont nous vous rendons compte depuis maintenant 40 minutes et une affaire qui en revanche a été très peu traitée par l'ensemble des médias. Alors Adrien Pelletier, vous êtes un expert en communication, vous avez mesuré le buzz médiatique dans cette affaire et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est faible. Effectivement, c'est un traitement médiatique qui est assez inhabituel pour des faits aussi graves, avec une condamnation à 20 ans de réclusion en première instance. C'est une mise en examen qui date de 2020. Et jusqu'alors, personne n'avait cité son nom. Le Parisien en avait parlé dans un article sans évidemment le citer, en parlant d'un journaliste, d'un professeur de Aïkido. Il a fallu attendre l'ouverture du procès, le 18 novembre, pour que La Dépêche parle de l'affaire qui s'ouvrait en Ariège. Et depuis, à peine 10 médias en ont parlé, des médias régionaux pour la plupart, avec une quarantaine de mentions. Si on compare avec le procès qui avait lieu en même temps, celui de Mazan, c'est 4000 mentions du procès, c'est 13 000 de l'affaire. On voit qu'on est quand même sur un grand écart. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est une pratique courante de passer sous silence médiatique certaines affaires dont les protagonistes ont des liens particuliers avec des groupes de presse, des médias? Est-ce qu'on a d'autres exemples notables? Alors, oui, effectivement. Déjà, il faut savoir que avant même le procès, une mise en examen, même un dépôt de plainte en général, pour des faits pareils, sont traités par la presse. Là, on a une affaire très similaire d'un confrère, un collègue même, de France Inter, un journaliste Philippe Bertrand, qui animait une émission jusqu'en 2022 de sa retraite et qui était mis en examen pour viol sur mineur sur la fille de sa compagne, la belle-fille de sa compagne. Donc c'est des faits très similaires. Il se trouve que l'enquête a été traitée par 2 médias en ligne, des médias un peu confidentiels, et que la plainte avait été classée sans suite, par erreur, et qu'elle a été rouverte en 2023, mais depuis, personne n'en parle dans les médias traditionnels. Alors, il y a quelques voix quand même qui se sont élevées pour dénoncer ce silence que certains pourraient qualifier d'assourdissant. Ces dénonciations, d'ailleurs, de traitement préférentiel, est-ce qu'elles ont bénéficié d'une caisse de résonance? Oui, à ce titre, c'est intéressant de comparer le traitement médiatique avec celui des réseaux sociaux. Ouais. On a dit, donc, à peine une dizaine de mentions, les réseaux sociaux, il y a eu une sorte d'effet stressante. L'indignation qu'a généré ce silence médiatique a finalement porté une voix sur les réseaux sociaux avec quelques milliers, même centaines de milliers de publications, de réactions, de partages, et notamment à l'initiative de l'avocat maître J. William Goldanel, qui, sur Twitter, mais aussi dans les médias, notamment CNews, a dénoncé ce traitement préférentiel qui incombait à M. Desbordes. Alors, ça tombe bien, maître Gilles William Goldanel est avec nous au téléphone. Bonjour maître. Bonjour. Alors, je vous estimais que ce traitement médiatique n'a pas occupé la place que les horreurs de ces crimes méritaient. Je crois qu'on va commencer par vous poser cette question-là. Laissez-moi d'abord vous complimenter pour le fait que vous avez investigué, vous, largement sur cette affaire. Vous êtes les seuls, je dis bien les seuls. À part cela, c'est vrai que je me suis ému de la différence de traitement, dans l'absolu déjà, entre les affaires Pellicot et Desbordes. Et après m'en être étonné, parce que l'affaire Desbordes est largement aussi grave que l'affaire Pellicot. Des belles-filles de M. Desbordes qui sont violées à 700 reprises, avec la complicité de sa compagne, avec des actes de barbarie, ça se trouve pas tous les jours. Et là, le féminisme qui est ambiant n'a pas du tout fonctionné. Alors ensuite, une fois que je me suis ému dans l'absolu de cette invraisemblable différence de traitement, je me suis posé des questions. J'ai effectivement conjecturé. Est-ce qu'il s'agissait de corporatisme? Est-ce qu'il s'agissait de ce que j'appelle le privilège rouge? Puisque M. Desbordes est un journaliste très à gauche. Et d'ailleurs, ma première supputation n'est pas contradictoire avec la seconde. Elles peuvent parfaitement se combiner. Et ce qui est extraordinaire,
et alors même qu'on voulait bien reconnaître ce que j'ai fait, plutôt que de voir par exemple France Info, que de voir France Inter, que de voir plus largement Radio France, et pas seulement, hein, il pouvait y avoir Libé aussi, Libé n'en a pas prêté non plus. Ouais. Eh bien, j'ai reçu une volée de bois vert de la part de Radio France qui s'est fondue d'un communiqué dans lequel on m'indiquait que j'étais abject. Ah oui. Ah, là, j'ai l'impression qu'on vous a perdu, maître. Au moment où on apprenait que sur les réseaux sociaux, on vous dépeignait comme abject simplement pour avoir rappelé ces faits, c'est pour le moins assez étonnant. On peut quand même y noter quelques petites différences entre l'affaire de Mazan et l'affaire Desbordes. C'est que l'affaire de Mazan, ça relève de la sphère privée, bien entendu, les deux, mais dans l'affaire de Mazan, il y a 50 hommes qui... Il y a toute la société française, en fait, qui est impliquée dans cette série de viols. Après, on peut aussi rappeler que l'homme dont on parle, Jean-Philippe Desbordes, était dans les médias qui ont été cités il y a une quinzaine d'années, et qui n'était pas non plus membre à part entière des rédactions, comme si vous le croisiez tous les jours dans les salles de conférences de rédaction, d'où la surprise sûrement d'un certain nombre de collègues ou confrères d'avoir appris ne serait-ce que cet homme faisait partie de leurs médias, si on met un peu de contexte. Oui. Et puis il y a des contre-exemples aussi, parce qu'on peut prendre le cas par exemple de Patrick Poivre d'Arvor, ça a été largement couvert. Gérard Miller, alors certes il n'est pas journaliste, mais c'était une figure présente du paysage audiovisuel français et de gauche, et ça a été largement documenté et couvert. Oui, alors maître Golnadel, on vous a retrouvé. Oui. Donc vous étiez... Oui, c'est-à-dire, mais que pour le même prix, d'une stupidité infinie, Radio France... Bon, ça va être difficile, je pense, de toute façon, d'arriver au terme du propos, malheureusement. Oui, alors je crois deviner ce que voulait ajouter maître Golnadel. Radio France s'est fendue d'un communiqué pour déplorer que maître Golnadel ait à nouveau pris pour cible l'audiovisuel public, ce qui est assez étonnant. Adrien Pelletier, vous voyez rarement une antenne de radio comme ça s'émouvoir, que l'on puisse... Oui. Hein, il y a eu un cas un peu similaire avec Dominique Boutonnat du CNC, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait été maintenu à son poste malgré les accusations, malgré la mise en examen. Et il a fallu que l'actrice Judith Godrèche dénonce ces faits pour qu'ils aient l'écho médiatique qu'ils méritent et qu'ils soient condamnés. Bon, eh bien en tout cas cette affaire Desbordes, nous en avons parlé, nous vous avons donné toutes les clés pour essayer de comprendre et de s'indigner. Et elle est effrayante. Et elle est effrayante, absolument. Alors, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la revue Affaires criminelles en vous rendant sur le site affaires-criminelles.fr. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio, bien sûr. La semaine prochaine, on se retrouvera samedi 12h pour une nouvelle affaire dans l'affaire. Mais tout de suite, c'est Alain Marty qui vous emmène sur les routes des vins de France. Exactement, dans les vignes, un peu partout dans le pays. Juste après les informations. Voilà, au vin et spiritueux au programme, avec peut-être. Modération. Avec modération, bien sûr. À tout de suite sur Sud Radio.